La parole est à Madame Françoise Descamps-Crosnier, présidente de la commission spéciale. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, plus de 10 000 lois, plus de 125 000 décrets, plus de 400 000 normes. Voici ce que représente le règlement intérieur de notre République. Voici ce à quoi nous demandons à chacun, citoyen comme personne morale, de se conformer. À de tels niveaux, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est à la République ce que la main invisible est au marché, une fiction. À ce stock impressionnant, il faut ajouter un flux quasi intarissable au point que le Conseil d'État a pu parler dès 1991 dans son rapport public de logorrhée législative et réglementaire. Si la quantité ne suffisait pas, nous y avons ajouté une absence de qualité. Entre textes législatifs et réglementaires, toujours plus longs, éparpillement de références, technicisation rampante, alourdissement de procédures et imprécisions, le droit devient de plus en plus difficile à comprendre, même ces praticiens commencent à atteindre la limite de leur expertise. Le droit est pourtant notre règle de vie commune. S'il n'est ni su ni compris, comment pouvons-nous espérer que la société qu'il prétend organiser puisse s'épanouir ? L'inflation législative et réglementaire, la complexification du droit contribuent à éloigner le citoyen de la République. L'augmentation continue de l'abstention est là pour nous le rappeler. À côté de ce problème démocratique se pose également un problème économique. La lourdeur et la complexité de notre système normatif au sens large priveraient notre pays, d'après l'OCDE, de l'équivalent de 4% de PIB par année. Dans cette période actuelle, le chiffre fait réfléchir. Guy Carcassonne, dont la voix manque tant au débat public, nous avait prévenu à plusieurs reprises contre ce qu'il appelait la boulimie législative. Face à ce mal, il préconisait une saine diététique parlementaire. Avertis, les pouvoirs publics et notamment le législateur ne sont pourtant pas restés sans réagir. Un certain temps a d'abord été nécessaire pour prendre conscience de l'ampleur du problème. Le sujet a initialement été porté par des juristes dont le Conseil d'État au premier chef. Au-delà du rapport de 1991 que j'ai déjà cité, il faut mentionner celui de 2006 sur la sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel lui-même a entrepris d'encourager non seulement une prise de conscience, mais aussi une action résolue pour améliorer la qualité de la loi. Il l'a fait notamment en affirmant dès 1998 un principe constitutionnel de clarté de la loi qu'il a fait découler de l'article 34 de la Constitution. Il a confirmé ce mouvement en réaffirmant à plusieurs reprises à partir de 2002 l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi comme des objectifs de valeur constitutionnelle. Le Parlement a progressivement pris le relais dans ce combat, notamment sous l'impulsion du président Warsmann, dont il faut citer les rapports, celui de 2009, Simplifions nos lois pour guérir un mal français, et celui de 2011, la simplification du droit au service de la croissance et de l'emploi. Récemment, ce sont encore des parlementaires qui ont fait progresser la question de la simplification. Le rapport sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales du sénateur Doligé en 2011 et le rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative conduite par messieurs Lambert et Boulard, anciens parlementaires, en mars 2013. L'enjeu se situe maintenant dans le passage à l'action. Si nous avons avancé de quelques pas ces dernières années, notamment grâce à la codification et à l'occasion notamment de la loi du 2 juillet 2003, habilitant le gouvernement à simplifier le droit, celle du 9 décembre 2004 de simplification du droit ou celle du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la situation requiert de passer à une toute autre échelle. Dès le début de la législature, le rythme s'est accéléré en matière de simplification avec le vote de plusieurs textes. Je pense à la loi du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens et la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et bien sûr le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises qui nous est aujourd'hui soumis. Au-delà de ces textes, il y a un changement de méthode. La création du Conseil de simplification pour les entreprises début 2014, qui est une démarche à saluer. Tout comme la création par la loi du 17 octobre 2013 du Conseil national d'évaluation des normes installé le 3 juillet dernier, chargé notamment de contrôler les flux de normes nouvelles et de proposer des simplifications au sein du stock de normes existantes applicables aux collectivités locales. L'enjeu se situe précisément là, inscrire la démarche de simplification de manière transversale et pérenne dans un temps long, au-delà des majorités. C'est un véritable changement de culture qu'il nous faut opérer. Il s'agit d'abord de penser la simplification. Doit-elle se borner à une démarche pratique,
technique d'allègement des procédures, de clarification et de meilleure qualité rédactionnelle de la norme, bref, une démarche à droit constant, ou bien doit-elle aller au-delà, savoir agir sur le droit pour le modifier de manière à simplifier non seulement les pratiques, mais bien la substance même de nos règles? Dans les débats de la commission spéciale, cette réflexion est apparue en filigrane de nos échanges. Est-il possible de mener ces deux actions de front dans une démarche de simplification? Monsieur le ministre, avec le Conseil de simplification, vous avez opté pour une méthode pragmatique et modeste, comme vous le dites. Vous affirmez préférer isoler les difficultés pour les réduire, comme par des frappes chirurgicales. Et Guillaume Poitrinal, coprésident du Conseil de simplification, avec désormais notre collègue Laurent Grand-Guillaume, explique: notre simplification évite les postures et les idéologies. Elle s'attaque aux détails, pas aux principes. Un travail qui se fait à équilibre social, juridique et constant. Donc une volonté de ne pas toucher au fond du droit, de ne pas refonder le droit existant. Ce qui n'interdit pas l'adaptation, l'ajustement, la transposition, les évolutions qui permettent l'harmonisation, mais condamne le cadre d'une démarche de simplification, toute possibilité de refaire le droit, de changer en profondeur la règle de droit pour en changer le sens. Il conviendrait aussi de modifier nos méthodes de travail. Le Parlement n'est pas suffisamment armé. Jusqu'à présent, nous sommes situés dans l'action législative, dans le fait de produire la loi. Si le Parlement a progressé ces dernières années dans l'aval de la production législative, à savoir les fonctions de contrôle et d'évaluation, nous n'avons quasiment pas avancé en ce qui concerne l'amont de la production législative. La réforme constitutionnelle de 2008 nous a permis de bénéficier d'études d'impact. Un premier pas a donc été franchi pour permettre au Parlement de travailler plus efficacement en amont de l'examen législatif des dispositions qui nous sont proposées. Mais chacun reconnaît que le dispositif reste largement perfectible. Nous avons besoin d'outils et de capacités renforcées pour jauger l'intérêt d'un projet ou d'une proposition de loi, de la pertinence, de la valeur ajoutée de certaines de leurs dispositions. Je parle là donc d'une capacité de contre-expertise dont nous sommes largement dépourvus, en dehors de l'expertise juridique précieuse que nous apportent bien sûr, et je les salue, les services de l'Assemblée, dont je tiens à signaler effectivement et souligner le travail précis et rigoureux. Il est assez symptomatique à cet égard que les propositions de loi ne bénéficient pas, ou pas encore, elles aussi d'études d'impact. Nous ne sommes pas en mesure non seulement d'interroger les données et analyses contenues dans les études d'impact des projets de loi, mais nous ne pouvons disposer d'analyses fiables dans le cours de l'examen parlementaire lorsque des amendements, qu'ils soient d'origine parlementaire ou gouvernementale, viennent modifier parfois substantiellement un texte en examen. Cela affaiblit le Parlement et en cela qu'il laisse à l'exécutif ce qu'en sociologie des organisations on nomme le monopole de l'expertise. Pour contrebalancer ce déséquilibre institutionnel, le Parlement s'appuie sur des sources d'expertise qu'il trouve en dehors du champ institutionnel, de la société civile aux experts, en passant par les lobbies. Si le processus peut être transparent, comme dans le cadre des auditions, à l'instar de celles que nous avons conduites avec Madame la rapporteure, dont je salue le travail de qualité mené à cette occasion, il peut parfois prendre des chemins moins publics, ce qui ne va pas sans poser un problème démocratique. Pour remédier à cette carence parlementaire qui a notamment pour conséquence assez souvent de laisser le débat entre les mains de ceux d'entre nous qui ont développé une expertise dans tel ou tel domaine, il conviendrait que le Parlement puisse s'inscrire dans une démarche de construction d'une expertise autonome vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est seulement par ce biais que notre institution pourra avoir capacité à agir en amont du processus législatif. C'est la culture législative de prévention. Nous pourrions ainsi développer une réflexion globale, plus dense, autour des textes que nous sommes amenés à discuter, ce qui ne manquera pas de renforcer la qualité de la loi. Monsieur le ministre nous a invités lors de son audition à participer à l'élaboration et au suivi des futures ordonnances qui découleront du texte que nous nous apprêtons à discuter, ce à quoi la commission spéciale est tout à fait ouverte. Puis, pour mieux participer à ce travail collaboratif et enrichir de notre réflexion les mesures à venir qui interviennent dans le domaine législatif, une capacité d'expertise autonome serait bienvenue. Cet aspect passe par le développement des approches pluridisciplinaires et je pense que nous avons tous perçu la plus-value qui se dégageait de nos échanges à l'occasion de cette commission spéciale. Chacun est arrivé avec ses savoirs, son champ d'expertise particulier, issu notamment des travaux conduits en commission permanente. Par leur confrontation, le débat a gagné en densité et en exigence et je remercie tout particulièrement le président Leroux d'avoir demandé, à l'occasion du dépôt du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, la création d'une commission spéciale. La multiplicité des champs thématiques couverts par ce texte le justifiait. Mais au-delà de la méthode même du travail de cette commission, la confrontation des expériences apportées par chacun de ses membres a permis d'enrichir d'abord le débat, puis le texte. Il y a une formule
il y a là une formule de travail riche qu'il conviendrait, Monsieur le ministre, de développer dans la perspective des prochains textes de simplification. Nous sommes nombreux à attendre tous sur ces sujets les conclusions de la mission d'information sur la simplification législative créée à la fin de l'année dernière sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale, dont chacun connaît l'attachement. Ces propositions seront particulièrement suivies, j'en suis sûre, par les membres de la commission spéciale, et ceci d'autant plus que certains membres siègent dans les deux instances, à commencer par Madame de la Raudière, qui préside la mission d'information et dont je salue la qualité du travail au sein de la commission spéciale, ainsi que son rapporteur, Régis Juanico. Nous sommes ainsi de plus en plus nombreux à plaider pour un véritable changement d'état d'esprit, de culture dans notre travail législatif, de là à parler de l'esprit des lois. Il y a là donc un intérêt général évident à prendre ce sujet à bras-le-corps. Il y a même un sujet républicain qui, je le souhaite, pourrait unir les membres des différents bancs de cette Assemblée, comme nous avons su le faire sur d'autres textes similaires. Je pense notamment à la proposition de loi relative à la simplification sur le fonctionnement des collectivités territoriales, qui avait été votée à l'unanimité avec 8 abstentions en février 2013. J'appelle donc mes collègues sur tous les bancs à faire utile, en travaillant dans la sérénité et l'échange sur ce texte qui porte en lui quelques germes de concorde législative et donc républicaine. Je vous remercie. Monsieur le Président, si je peux me permettre, je voudrais prendre juste quelques secondes de plus pour souhaiter, avec vous certainement tous, un très bon anniversaire à notre rapporteur, puisque c'est aujourd'hui son anniversaire. Merci beaucoup. Nous nous y associons.